On va essayer d'aller efficacement pour qu'à la fois vous ayez compris un petit peu qu'est-ce que c'est une chaussure de façon traditionnelle et également qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'éco-conception de la chaussure et comment est-ce que ça s'illustre dans la démarche de nos amis ici présents. Il faut déjà savoir qu'une usine de chaussures, c'est une usine qui va être un assembleur. On ne peut pas faire exister des chaussures sans avoir des dizaines de fournisseurs très spécialisés, chacun, l'un sachant faire des formes, l'autre sachant faire des talons, encore un autre faisant des semelages ou des premières de montage. Et donc en fait, on doit avoir tous ces acteurs de la filière pour fournir tous les composants qui vont rentrer au sein d'une usine de chaussures pour être assemblés et cousus selon des techniques extrêmement diverses. Une chaussure peut demander entre 30 et 300 opérations selon son niveau de qualité et de complexité. On les connaît principalement en cuir, mais elles peuvent être évidemment dans d'autres types de matériaux. À savoir qu'on a globalement, pour vous donner un rapport d'échelle, qui va vous faire comprendre aussi l'ampleur des problématiques auxquelles on se confronte aujourd'hui, on a, selon des chiffres qui datent de 2-3 ans, une production mondiale de chaussures qui est de l'ordre de 24 milliards de paires. Et on a à peu près entre 21 et 23 milliards de paires jetées chaque année, dont à peine 5% sont recyclées. Donc on a effectivement un assez solide problème sur les bras en termes de déchets. Et à savoir qu'une majeure partie de ces chaussures sont fabriquées en Asie, c'est-à-dire à peu près 87,6%. Voilà. Pour ce qui est de la France, je rappellerai quelques chiffres. Clémentine m'aidera à compléter, si ma mémoire me fait défaut. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 80 entreprises de chaussures en France. C'est bien ça ? Oui, on va partir de 90 entreprises, mais c'est surtout un portefeuille de plus de 200 marques. Parce qu'il y a les ateliers, mais il y a aussi les créateurs de marques. C'est à peu près 14 millions de paires, le Made in France, et surtout près de 4000 emplois sur notre territoire. Et une quantité de paires de chaussures vendues chaque année en France qui est de l'ordre de 400 millions de paires. Alors un petit peu moins. Il y a quelques années, on était au-dessus des 400 millions. Maintenant, on est déjà à 300 millions. Bon, est-ce que c'est pas encore beaucoup quand même, 300 millions de paires? C'est énorme. Et le prix moyen d'une paire pour monsieur et madame tout le monde? Alors le prix moyen d'une paire aujourd'hui, c'est 40 €. Ok. Donc une fois que vous avez sorti la TVA, la marge du commerçant, eh bien, ça nous fait des chaussures qui ne sont effectivement pas forcément produites dans des conditions très réjouissantes. Et en tout cas, pas celles que nous connaissons en Europe, ni en France encore moins. Oui, puis je dirais que pour ajouter, on est tous concernés. Parce que d'après les moyennes, toujours, la femme achète à peu près 5 paires par an. Ces messieurs sont quand même pas très loin derrière, entre 3 et 4 paires. Et les enfants font 5 à 6 paires par an. Donc à nous de réfléchir à notre placard. Voilà. Clémentine, parlez-nous un petit peu de votre activité de Paraboot. Qu'est-ce qui fait qu'une chaussure Paraboot a une dimension éco-responsable? Alors merci Nathalie et merci à Fashion Green Dead d'avoir ouvert la possibilité de parler de la mode et du vivant, que ce soit à travers le cuir mais surtout à travers le textile et la chaussure, puisqu'on fait partie de cette grande famille qui est le textile, mais la chaussure est un produit assez complexe. Je pense que Clotilde et Zim vont être d'accord avec moi. Moi je représente la 4e génération de Paraboot. J'ai la chance d'avoir 114 ans aujourd'hui. Ok, je ne les fais pas tout à fait, merci beaucoup. Mais il y a surtout qu'en fait, le produit à l'époque que mon arrière-grand-père a conçu, mais qui était conçu à l'époque, c'était la chaussure égale une vie, en fait. On ne changeait de chaussure que quand vraiment nos orteils, notre talon ne pouvaient plus entrer dans la chaussure, ou vraiment que la chaussure, elle était morte, si vous me permettez l'expression. Donc le développement de Paraboot s'est fait comme ça, en disant la chaussure, il faut qu'elle dure. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on assemble pour que cette chaussure, elle dure? Donc on est allé chercher des matériaux, les matériaux qui étaient disponibles à l'époque. Donc pour la matière, on a cherché du cuir. Le cuir, on l'utilise sur la tige. Alors la tige, c'est ce que je vous ai amené ici. Donc ça, c'est une version de cuir en façon poil.
Le cuir, on va l'utiliser aussi pour les premières de montage. Là, c'est, je dirais, la semelle sur laquelle repose votre pied et qui va faire le lien entre la partie du dessus et la partie du dessous. Mais le cuir, on peut l'utiliser aussi pour des semelles cuir. Et pourquoi le cuir, me direz-vous? Déjà parce que le cuir, c'est une matière qui est résistante. Mais ça, je ne vais pas faire le speech de la table ronde juste après moi. Et c'est surtout une matière qui, il ne faut pas l'oublier, est issue de l'économie circulaire. Parce qu'aujourd'hui, le cuir, en fait, c'est un déchet. Alors, on n'aime pas trop ce nom-là dans la profession. On parle de coproduits ou de sous-produits de l'agroalimentaire. Et que depuis des millénaires, on sait réutiliser plutôt que de le laisser détruit. Et si on n'utilisait pas du cuir, aujourd'hui, on aurait plus de 160 000 tonnes de déchets par an qui ne seraient pas traités. Donc voilà comment est né pour les matières du dessus. Et puis après, il y a une autre matière qui est à la base de la fabrication par Paraboot, qui est le caoutchouc. Donc le caoutchouc naturel, le caoutchouc recyclé maintenant. Alors j'ai toujours une petite anecdote, c'est que souvent on me dit votre chute de production, vous pouvez refaire des semelles avec. C'est compliqué. Parce que je vais vous faire une analogie, le steak, quand vous le cuisez une fois, il est bien. Le cuire une deuxième fois, ça commence déjà à être un peu difficile. Et le cuire une troisième fois, c'est de la semelle. Et pour le caoutchouc, c'est pareil. Le caoutchouc recuit, il perd en fait en caractéristiques, il perd en qualité. Et nous, avant tout, je vous rappelle, la chaussure Paraboot, c'est la chaussure qui dure. Donc on doit respecter ses qualités intrinsèques. Donc, en plus de ces matières, qu'est-ce qu'on est allé chercher? On est allé chercher une façon de fabriquer une chaussure qui allait lui conférer cette résistance et qui allait lui conférer aussi une réparation. Parce qu'une chaussure qui dure une vie, il y a des chances quand même que j'ai à changer la semelle. Comme les voitures, on fait beaucoup de kilomètres avec, mais on en fait quand même moins avec le même train de pneus. Donc, on a utilisé ce qui s'appelle les techniques de cousu, et essentiellement le cousu norvégien et le cousu Goodyear. Aujourd'hui, Paraboot est le leader du cousu norvégien au monde. C'était très connu en fait dans le métier de la montagne, les chaussures de montagne, parce que ça confère une résistance et une imperméabilité assez à toute épreuve. Et le Goodyear pour avoir des chaussures un peu plus, on va dire, fines, élégantes, plus à l'anglo-saxonne. On utilise aussi, mais on ne le fait pas chez nous directement, du cousu black, du cousu latéral. Enfin, toutes nos chaussures sont de près ou de loin cousues. Et je dirais que tout ça, ça va avec un style. Et le style que Paraboot a choisi, c'est le style intemporel. C'est la mode intemporelle. C'est-à-dire que c'est un produit qui doit durer. Donc de temps en temps, oui, on peut s'amuser. On peut faire des choses comme la tige que je vous ai amenée, comme les chaussures de montagne que j'ai aux pieds. Mais avant tout, cette mode, elle doit rester incontournable parce que je dois pouvoir l'avoir dans mon placard toute une vie, voire la transmettre à des enfants, ou parce que j'en ai pas envie. Aujourd'hui, on parle de seconde main, la revendre. Et avec un liant pour tout ça, qui est pour moi très important, qui est le Made in France. Le Made in France, parce qu'on est sur du local, on met en avant des territoires, on met en avant surtout les qualités de nos salariés, on a parlé formation souvent avec Nathalie, problématique de recrutement, mais aussi développement économique de nos territoires. Et pour nous, c'est quelque chose qui est à la base de notre engagement. Il faut savoir que ce sont des métiers très complexes qui demandent beaucoup d'intelligence de geste. Fabriquer une chaussure, c'est à la fois beaucoup d'interventions manuelles et des interventions machines. C'est des salariés qui ont beaucoup d'expérience métier, beaucoup d'intelligence dans leurs mains et qui sont souvent très difficilement remplaçables, surtout à l'heure actuelle, où on a de moins en moins de formations liées au savoir-faire technique de la chaussure. Une dernière question avant que Clotilde nous présente son projet. Quel est votre dernier projet, justement? Je crois que vous avez développé un programme qui s'appelle Rework. Oui, même si notre chaussure elle est solide et qu'elle doit durer et qu'elle est basée sur énormément de traditions, on cherche quand même à innover tout le temps. Donc on cherche à développer des produits en recyclé. Donc aujourd'hui on travaille sur des contreforts, on travaille sur une étiquette qui est à base de bois en fait recyclé. On travaille sur une étiquette qui est en polyester, pourquoi pas du polyester recyclé, pour les fils aussi. Et puis on a eu un programme, parce qu'aujourd'hui il faut qu'on affiche ce qu'on fait au niveau de la RSE.
Nous, on a un petit peu de mal, parce que ça fait quand même 114 ans qu'on en fait, dans le sens où, par exemple, on fait de l'upcycling avec nos cuirs, on fait des outils, enfin des PLV, on fait des cadeaux. Et on s'est dit, mais en fait, aujourd'hui, il faut qu'on fasse une vraie chaussure et puis qu'on l'affiche, notre programme RSE. Donc, en fait, vous avez ce modèle-là. Alors, la plupart des gens le connaissent. Hein, il s'appelle Michael. C'est, on va dire, le co-branding de la marque. Quand on décrit Paraboot, on décrit ce modèle-là. Et en fait, là, il a été fait avec une semelle qui est donc à 25% de caoutchouc recyclé. Non pas de caoutchouc pour l'instant issu de semelles, parce qu'on n'est pas encore capable de le gérer, mais issu de d'autres déchets de fabrication en caoutchouc. On a une tige qui est en support-lot. Alors pourquoi je vous cite le cuir? C'est parce que pour nous, c'est très emblématique pour Paraboot. Mais ce support-lot, il est griffé, il est marqué, il n'est pas tout à fait net. Il n'est pas premier choix. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas utilisable. Donc on a décidé de l'utiliser. On est allé chercher une trait-pointe. Donc ça, c'est ce qui fait la liaison entre la tige et la semelle. Cette partie-là, ici. Voilà, la partie ici. Voilà, qui fait le tour de la chaussure et qui donne un petit... comme un petit marchepied tout autour de la chaussure, ça s'appelle une trait-pointe. Voilà, donc là on est allé la chercher en tannage végétal. On est allé chercher une doublure en doublure chrome free, chrome métal free. Les lacets aussi sont issus de l'upcycling. Voilà, pour s'engager et puis montrer aussi que on pouvait faire des chaussures qui aujourd'hui s'inscrivent dans un certain type de l'économie circulaire. Le dernier détail, c'est entre autres beaucoup de parties invisibles dans une chaussure, en l'occurrence ce qu'on appelle les contreforts, tous ces renforts qui vont maintenir le pied et qui vont faire partie de la qualité d'une chaussure. Et donc, si j'ai bon souvenir, je crois que vous avez des contreforts et des boudures, donc ce qui permet de garder l'avant, la forme de l'avant, qui sont en matériaux recyclés également. Alors aujourd'hui, on a réussi à mettre au point le contrefort. On n'est pas encore arrivé sur le bout dur, parce que à chaque fois, en fait, nous, on est là, je vous ai dit, pour la chaussure qui dure. Donc il faut qu'on s'assure que tous les composants, même si vous ne les voyez pas, là, je vous ai amené les composants d'une tige. Il y en a plus de 20. Et on doit tous les assembler ensemble. Il faut qu'on s'assure que tous ces composants mis ensemble ne dégraderont pas la qualité intrinsèque qui fera la longévité de votre chaussure. Juste une précision, quand vous parliez de support clos, c'est une matière qui est fabriquée par un tanneur français situé en Alsace qui s'appelle Degerman et qui a effectivement le chic pour fabriquer des cuirs de très grande qualité avec de très longues durées de vie. Et dernière question, avant qu'on ne passe au travail de Clotilde, c'est quels sont les projets, quel est le futur que vous envisagez pour Paraboot sous l'angle des questions de développement durable? Ah, vaste sujet, vaste question. En fait, on en envisage, je dirais, tous les jours et tous les jours des nouvelles, mais avant tout, on essaye de recenser déjà ce qu'on fait. Et en fait, et surtout de vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, avec 113 ans, 114 ans de maison, on a une espèce de culture du secret, et qui n'est pas une culture parce qu'on ne veut pas vous le dire, mais parce qu'à un moment donné, on n'y pense pas. Pour nous, c'est dans nos valeurs intrinsèques, et de dire que oui, on ne jette pas les cuirs. On va faire des porte-clés, on va faire des sacs, on va refaire des chaussures pour le magasin d'usine. Voilà, toutes ces petites choses. Mais par contre, on veut avancer un peu plus dans le développement du recyclage et intégrer dans nos chaussures plus d'éléments recyclés, mais toujours pour que vous, consommateurs, vous nous disiez que ma chaussure, sa semelle s'est usée plus vite, le cuir est marqué. Non, ça, on ne veut pas. Donc, il ne faut pas qu'on fasse de compromis avec la qualité. Merci beaucoup. Clotilde, racontez-nous un petit peu le projet Humus et comment est-ce que vous l'avez commencé déjà? Alors, moi, je ne suis pas aussi âgée que Clémentine. Je suis dans la chaussure, voilà, je suis beaucoup plus jeune. Donc, moi, je ne viens pas de la chaussure, je viens du monde du conseil, des startups. Et je me suis lancée parce que, justement, j'avais envie de faire le produit que je cherchais et que je ne trouvais pas. Il y a quelques années, moi, j'ai décidé de ne plus consommer de matière animale, donc plus de cuir. Et je suis très sensible au design des chaussures, je les aime depuis très longtemps. Et donc, quand s'est posé la question de comment je me chausse, je me suis retrouvée face à un gros problème puisque je ne trouvais pas ce que je cherchais. Donc je cherchais des chaussures avec un beau design, aucune matière d'origine animale, pas de plastique, le minimum en tout cas. Et donc c'était très compliqué. Je me suis dit, ces chaussures qui n'existent pas, je vais les faire. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et donc je l'ai fait de manière un peu, je vais dire, avec mon bon sens et avec des convictions bien ancrées. Et le cheminement que j'ai suivi, c'est... je pense que si les matières que j'utilise à l'entrée sont les plus naturelles possibles,
la fin de vie du produit va être plus facile à gérer derrière. Ça, c'était une ligne directrice. Et puis l'autre, c'est plus mes composants, mes fournisseurs, mes fabricants sont proches les uns des autres, moins mon produit va circuler. Et donc, du coup, ça fera moins de transport et moins de consommation d'énergie. Donc, c'est ça qui a un peu drivé toute ma réflexion derrière. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui constitue la dimension éco-responsable et éco-conçue des chaussures que vous êtes en train de développer? Alors, il y a plusieurs façons, plusieurs angles de regarder un produit comme une paire de chaussures. L'un des éléments, en fait, c'est que moi, je voulais pas de matière synthétique. Non, pas de plastique, pas de matière chimique, parce que c'est des matières qui sont pas renouvelables, ça vient du pétrole. Ça veut dire que, une fois qu'on les a utilisées, il va falloir des millions d'années pour que ça revienne. Plus, c'est extrêmement consommateur en énergie. Donc, j'ai décidé de les écarter dès le départ. L'idée, donc, c'était d'utiliser des matières renouvelables. Donc, assez rapidement, je me suis dirigée vers du tissu. Donc, moi, mes tiges sont, donc, ce qu'on appelle les tiges, c'est le dessus de la chaussure. C'est du coton et du lin. Et sur la semelle aussi, donc moi je suis partie aussi sur une semelle en caoutchouc naturel, parce que pareil, comme il fallait éviter le plastique, j'ai cherché, puis on a chez nous un fabricant qui fait des produits magnifiques, des semelles en caoutchouc naturel, donc c'est la solution que j'ai choisie. Après, de mon point de vue, il y a aussi un sujet éthique. Moi j'ai décidé de ne plus consommer de matière animale, pour des raisons éthiques, parce que voilà, j'ai pas envie de nuire, notamment j'ai pas envie de faire de mal aux animaux. Et donc, pour moi, c'est un point qui rentre aussi en compte dans la décision. Et puis enfin, comme je vous expliquais, je ne viens pas du monde de la chaussure à la base, donc je suis allée me former à Romans-sur-Isère, qui est la capitale de la chaussure. Et ça m'a permis de prendre conscience que l'écosystème de la chaussure a beaucoup souffert ces 20, 30, 40 dernières années. Et moi, je me suis dit, en tant que créatrice de mode et de chaussures en particulier, je trouve que c'est de mon devoir de participer à dynamiser à mon échelle l'écosystème de la chaussure. Et donc, le fait de fabriquer en France, c'est aussi pour moi un élément très important. Donc, pour faire perdurer les savoir-faire, mais aussi pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir, plus on est local, moins ça circule et moins on consomme d'énergie. Tout à fait. Mais c'est vrai que quand on étudie un temps soit peu la question de l'éco-conception et des méthodologies, on sait d'une part que c'est au moment de 80% de l'impact se gère au moment de la conception des produits, et une grande part de ce qui va être impactant, c'est la nature des matériaux, leur origine et leur mode de fabrication. Donc effectivement, comme première prescription, c'est se dire quels sont les matériaux que j'introduis dans ma chaussure. Je suis désolée, je suis aussi une enseignante et donc je fais toujours de façon à ce que le public puisse repartir avec des données pratiques à appliquer dans son quotidien professionnel. Voilà, si vous me trouvez un peu trop professorelle, venez me le dire à la fin, j'en tiendrai compte. Et c'est justement la démarche que vous avez eue, Clotilde. Oui, tout à fait. Effectivement, j'avais lu une analyse de McKinsey il y a quelques années, 2 ans, bien avant que ça sorte là récemment, qui expliquait qu'une grande partie de l'impact et environnemental vient des matières. Et donc, d'où l'intérêt de bannir le plastique dès le début. Un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que les chaussures aussi, elles sont conçues pour être réparables. Donc moi, c'est pareil, j'ai un cousu. L'idée étant qu'on puisse changer la semelle pour que les gens puissent les garder plus longtemps. Et c'est un cousu de type Blake? C'est un Blake, ouais. Alors le Blake, c'est une couture traversante qui va à la fois prendre la semelle, la matière de la tige, donc la partie souple de la chaussure, et la première de montage, qui est en quelque sorte l'épine dorsale de la chaussure. Et ce qui permet, quand on défait la couture, de reséparer les éléments pour venir mettre une nouvelle semelle. Donc c'est effectivement, les systèmes cousus sont en général des systèmes réparables et qui permettent aussi d'utiliser beaucoup moins de colle dans le parcours de fabrication, puisque les meilleures colles sont malheureusement des colles très toxiques comme les colles néoprène, qui libèrent beaucoup de cove et qui sont assez toxiques dans leur mode de fabrication. Donc je crois que justement vous avez aussi travaillé sur cet aspect-là, enfin vous avez travaillé sur l'ensemble des composants. Alors, je dis on parce que je me suis fait accompagner par un designer chaussure. La chaussure, je pense que vous l'avez compris, c'est très technique. Et moi, je ne suis pas du métier. Donc effectivement, on a fait un gros travail de sourcing aussi bien sur les matériaux que sur les composants, que sur les colles. Donc ce premier modèle, il n'est pas parfait. On est allé aussi loin qu'on pouvait avec les moyens d'une marque qui se lance et puis des convictions bien ancrées.
Donc sur la colle de la semelle, par exemple, j'ai pas pris le risque de prendre autre chose qu'une colle habituelle, hein, donc c'est une colle chimique. Et il y a la question de la durabilité qui a primé. Par contre, sur la tige, donc sur le dessus, on a opté pour une colle naturelle. Si on fait un petit peu le point, vous en êtes où et quelles sont un peu vos prochaines actions, hein, en termes de développement de votre projet, Clotilde? Alors aujourd'hui, j'ai des prototypes que j'ai pu montrer, sur lesquels j'ai pu avoir un certain nombre de retours globalement positifs. Je suis en train de faire des tests de fabrication de mes pré-séries. Donc les pré-séries, c'est une pointure dans chaque, une paire dans chaque pointure pour vérifier que les lignes tombent bien et puis pour que je puisse les faire essayer à mes prochains clients plus tard. Donc là, je suis en train de faire des tests de fabrication en France. La fabrication en France, c'est pas le sujet le plus simple, hein, je pense que les pros de la chaussure le savent. Et l'idée, c'est de faire une campagne de précommande avant l'été. D'accord. Donc un modèle économique qui également est assez soutenable puisqu'il évite de générer des stocks. Exactement. Et ça aussi, c'est parfaitement en accord avec le projet, sachant que quand même dans mon business model, il y a la vente en direct avec un système de précommande, mais aussi via des systèmes de revendeurs pour toucher le plus largement possible. Oui, parce que c'est une des problématiques effectivement en chaussures, c'est de trouver facilement une visibilité, mais aussi de limiter les stocks, puisque de par la nature du parc de pointures, hein, on se retrouve toujours avec un 35 en stock, un 42, etc. Et c'est des modèles uniquement féminins ou unisex? C'est l'unisex, donc ça va du 36 au 46. Ça, c'était aussi une volonté depuis le départ, parce que moi, j'ai des petits pieds. Et souvent, je me suis retrouvée en face de modèles qui me plaisaient beaucoup et que je ne pouvais pas m'offrir parce qu'il n'y avait pas ma pointure. Et donc, je me suis dit, moi, mes modèles, tout le monde pourra les porter. Voilà. Merci beaucoup, Clotilde, pour cette présentation. Et merci d'encourager Clotilde dans cette démarche longue et difficile, hein, et pourtant très gratifiante aussi, qui est de créer des produits avec une approche qui la rend encore plus complexe, alors même que même sans avoir ces soucis-là, c'est déjà très compliqué de faire des chaussures. Et moi qui vous parle, j'ai fait 2 marques dans ma vie et je peux vous dire que j'en ai mangé de la semelle justement en termes de difficultés. Lancine, vous allez nous raconter l'histoire incroyable de votre projet Umoja, qui est aujourd'hui, je crois, assez florissant. Et entre autres, d'ailleurs, si vous regardez, tous nos amis sont chaussés avec leurs propres produits. Donc, vous voyez au pied de Lancine une paire d'Umoja. C'est ça. Bonjour à tous. Alors, comme Clotilde, moi aussi, en fait, je ne viens pas du tout de la mode. Donc, avant de me lancer dans Umoja, je travaillais dans les assurances. Et mon associé, du coup, qui était étudiant à l'époque en droit. Donc, le projet Umoja, en fait, s'est créé tout naturellement. Il faut savoir que moi, en fait, je suis arrivé en France dans le cadre de mes études. Donc, pareil aussi que mon associé. Donc, on a décidé en 2017 de rentrer chacun dans nos différents pays d'origine. Moi, je suis originaire de la Guinée et lui, il a grandi en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'était en 2017. Et arrivé sur place, en fait, on a voulu se ressourcer un peu, redécouvrir toutes ces traditions qu'on a connues, et on a commencé aussi à s'intéresser un peu aux changements en fait, qui sont opérés dans la société. Et on s'est rendu compte que tous les savoir-faire qu'on connaissait quand on était jeune avaient complètement disparu, surtout dans certaines régions, notamment le tissage traditionnel. Et c'est à ce moment-là on a commencé en fait, à rencontrer des artisans qui existaient encore, qui s'étaient unis, en fait, qui sont unis, ont formé des coopératives. On a vu comment ils travaillaient, on a échangé avec eux pour savoir un peu leur histoire. Et on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout soutenus, qu'ils avaient un très très beau savoir-faire, des savoir-faire qui sont classés aujourd'hui comme patrimoine culturel à l'UNESCO, donc qui sont en train de disparaître, qui ont une très belle histoire et surtout qui sont respectueux de l'environnement. C'est-à-dire que en fait, c'est le tissage du coton, le coton qui est cultivé localement par des petites coopératives d'agriculteurs, et du coup qui est filé à la main par ces artisans, et qui est ensuite tissé à l'aide des anciens métiers à tisser. Et aussi la teinture qu'ils vont utiliser, en fait, ils vont aller chercher dans la nature. Donc ils vont prendre des feuilles, des écorces, des plantes, des minéraux aussi, comme de la pierre, de la boue, pour faire les teintures. On a trouvé ça fascinant et très beau. On s'est dit, mais pourquoi en fait ces savoir-faire ne sont pas valorisés? Pourquoi en fait ces artisans ne sont pas soutenus économiquement?
Et pourtant, sur les marchés, on trouve des textiles en fait polluants, donc qui sont vendus de partout, qui viennent de partout. Et ces artisans n'arrivent pas en fait à compétir, on va dire. Donc c'est comme ça on s'est lancé dans Umoja. On s'est dit on va faire quelque chose pour les soutenir, montrer au monde leur savoir-faire, leur façon de travailler et raconter plutôt leur histoire. Donc on a essayé de prendre quelques textiles en fait avec ces artisans et ensuite à la fin de nos vacances, parce que c'était des vacances, on est rentré en France. On a commencé à échanger avec mon associé et à savoir en fait qu'est-ce qu'on peut mettre en place. À l'époque, on pensait même pas en fait aux chaussures. On savait même pas comment une chaussure était fabriquée en fait. On n'avait aucune idée de comment était composée la chaussure. Et ensuite, on a décidé donc de retourner pendant 2 semaines, aller faire le tour en fait de l'Afrique de l'Ouest à l'Est et savoir en fait chercher plutôt les coopératives qui existent encore, les artisans et les savoir-faire qui existent encore. Parce qu'en fonction des pays, c'est pas les mêmes savoir-faire, c'est pas les mêmes techniques qui sont utilisées. Donc, on a tissé des liens avec certaines coopératives au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Ouganda. Et on a pris quelques textiles avec eux. Du coup, on a commencé en fait à rechercher des usines de fabrication de chaussures. Donc, ça a été l'étape qui était assez difficile parce qu'il fallait les trouver en fait. Et heureusement, en fait, on est tombé sur une personne sur Internet en fait, qui nous a dit bah, écoutez, moi, je connais des usines au Portugal, je suis portugais, je peux vous aider en fait, à trouver une solution à votre problématique. Donc, on s'est dit OK, on a pris nos billets d'avion, on a débarqué au Portugal, aller rencontrer cette personne. Donc, ils nous ont montré des usines, leurs fournisseurs sur place, et c'est comme ça, en fait, on s'est dit OK, on fait un premier prototype. On regarde à quoi ça ressemble, est-ce que ça tient la route, et puis bah, du coup on se lance dans cette aventure finalement. Donc c'est comme ça le projet est né. Et après, bon, il y a eu beaucoup de changements depuis 2017. Donc on a fait quelques prototypes, on était satisfaits, on a fait quelques salons à Paris pour montrer en fait le projet et on a décidé en fait de se lancer en faisant des précommandes donc sur Ulule. Donc le projet a vu le jour en 2018. Et depuis 2018, en fait, on s'est rendu compte, on s'est dit, on fait une pause, on regarde parce qu'on est en train de faire, excuse-moi du terme, une bêtise. Parce que ces savoir-faire, en fait, ce sont des savoir-faire qui sont riches, qui sont naturels. Et on associe à l'époque, en fait, ces savoir-faire avec des matières qui sont polluantes, on va dire. Donc, soit du plastique ou du polyester. On s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas faire ça. Même par respect pour leur travail, pour ce qu'ils font, il faut qu'on trouve des solutions, des matières qui sont innovantes, qui sont naturelles, pour associer à ces savoir-faire. Donc aujourd'hui, on a trouvé cette solution. On a passé 2 années de recherche, de tests pour arriver à ce produit final qui est là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Umoja est la première marque de chaussures 100% végétale, donc qui valorise ce luxe artisanal africain et l'associer avec de l'innovation textile. Donc on arrive aujourd'hui à faire des chaussures qui sont 100% végétales en utilisant seulement 4 matériaux. Donc le coton qui vient du Burkina, qui est cultivé là-bas. La semelle qui est faite à base de lait d'EVA, donc ici à Lyon. Et on utilise du lin, comme sur la collection qu'on a lancée l'année dernière, du lin en fait qui est produit en France. Et qu'on va utiliser pour les lacets, et ensuite le chanvre aussi qu'on va utiliser pour les contreforts de la chaussure. Oui, ça j'étais fascinée que vous ayez réussi à développer. Justement, je vous expliquais qu'il y a beaucoup de parties cachées dans une chaussure et qui sont essentielles à la qualité et à la tenue du pied. Et donc ces fameux renforts et contreforts, vous avez réussi à les faire à partir de matières organiques d'origine agricole, compressées, recyclées, et assez rigide et souple en même temps pour maintenir le pied. Oui. Ce qui est quand même une chose assez innovante et qui fait partie des problématiques qu'on a quand on essaie de développer des chaussures éco-responsables. Oui. Donc, bravo. Oui, merci. En fait, nous, on a complètement décomposé la basket pour identifier toutes les matières qui rentrent dans sa composition. Donc, que ce soit les parties invisibles, donc les parties dont on n'en parle pas assez, et les parties visibles. Donc, on a essayé de trouver des fournisseurs en fait, qui étaient capables en fait, de nous accompagner dans cette démarche. Ça n'a pas été très simple parce qu'ils ont leur façon de travailler, ils ont des machines qui sont adaptées aussi à ce qu'ils ont l'habitude de faire.
Donc ça a été, heureusement on a trouvé du coup, des entreprises, des usines qui ont accepté ce défi et nous dire si vous voulez faire ça, on peut s'adapter à votre cahier de charge. Donc ça a été beaucoup d'essais et de recherche. Et de recherche en fait derrière. Oui. Pour arriver à mettre au point à la fois les parties invisibles mais essentielles, en ayant ces matériaux qui étaient tissés chez des artisans. C'est ça. Donc des matériaux qui prennent des heures et des heures à être fabriqués, qui nécessitent un grand savoir-faire et qui ont une grande authenticité parce qu'ils permettent aussi à des communautés de conserver et de développer des patrimoines de savoir-faire traditionnels qui sont cruciaux. Exactement, c'est vraiment la base du projet, c'est d'accompagner ces artisans, de montrer au monde leur savoir-faire, le tissage traditionnel, comment c'est fait, comment c'est travaillé à la main. La façon dont ils travaillent la teinture, également, c'est très fascinant. Je vous invite, si vous avez l'occasion un jour d'aller au Burkina ou au Mali, au Sénégal, d'aller à la rencontre de ces artisans et de voir comment ils travaillent. En fait, c'est très fascinant. Et surtout, c'est des matériaux, en fait. Le textile, en fait, ça peut être adapté à plusieurs domaines, en fait, à part la chaussure, donc dans l'habillement, dans l'ameublement. Donc, ces coopératives sont là. Si vous avez des projets, n'hésitez pas aussi à les contacter. Nous, on est très, très transparents aussi sur l'origine des matières, les fournisseurs avec lesquels on travaille. Donc, on communique là-dessus. L'idée, c'est de grandir avec ces partenaires. Donc, si vous avez des projets aujourd'hui dans la salle, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils sont là pour vous. Mais je vous conseille de regarder le site du Moja qui explique extrêmement bien ce parcours et cette genèse dont nous a parlé Lancine, mais qui explique aussi chacun des composants, son origine, avec énormément de transparence en nommant très clairement les fournisseurs concernés. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de Reltex, qui est le fabricant français de semelles spécialisées en semelles en lait d'EVA, donc le véritable caoutchouc, avec une traçabilité dans l'origine justement de ces laits d'EVA, et qui ne fait que ce type de semelles, qui sont longues et chères à fabriquer, mais qui ont effectivement une résistance remarquable et une durée de vie et une recyclabilité assez importante. Donc, je souhaitais rappeler ça parce que c'est vrai que c'est une spécificité assez unique et que les produits de ce fournisseur de semelles sont recherchés dans le monde entier et on les trouve en France et pas tellement ailleurs. Donc, et ce sont celles qui équipent les semelles de nos 3 invités, d'ailleurs. Alors nous, on ne travaille pas avec Reltex. Ah non, pardon. Et non, parce que Paraboot, en fait, a une particularité. Mon arrière-grand-père s'est tellement passionné par la matière caoutchouc qu'il avait découvert en Amazonie et importé par le port de Para, d'où la marque Paraboot. En fait, on a nos propres gaufriers, j'appelle ça. C'est ça. On a 3 grosses presses et en fait, on fabrique nos semelles. Ah, ce qui est génial. Mais ça on est à 20 minutes de chez Reltex et on se connaît bien et on travaille la matière caoutchouc. Mais lui, sur l'état liquide, façon lait, oui, les DVA, et nous, façon solide, en fait, sur des ébauches. Voilà, très bien, sur des éléments que vous allez ensuite mettre dans les moules. Et il faut préciser que c'est très rare, puisque généralement, les usines de chaussures font appel à des fabricants de semelles, et non pas la capacité de les fabriquer eux-mêmes. Lancine, si vous nous disiez un petit peu quels sont les projets d'avenir pour Umoja. Alors, le projet à venir chez Umoja, déjà, on va lancer cette prochaine collection à la fin du mois d'avril. Après, l'idée aussi, c'est de continuer à se développer, renforcer le réseau de distribution et puis continuer à proposer des chaussures qui sont 100% végétales, qui continueront à valoriser ces savoir-faire et continuer aussi à faire des projets de recherche et développement en termes de matériaux qu'on peut utiliser. Et puis, pourquoi pas aller sur d'autres secteurs comme le secteur de la chaussure de performance. Très bien. Aujourd'hui, un secteur très polluant aussi. Exact. Et je reprends ma casquette fédération, c'est-à-dire que nous, on est ravis d'accompagner Umoja à travers l'incubateur de la filière, au-delà du cuir. Et justement, voilà, on ne parle pas que de cuir, hein, c'est le cas de le dire, mais par contre, on parle de chaussures, on parle d'engagement pour l'environnement et on parle de filière d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir précisé ça. Ouais. Alors, Natacha, je pense qu'on va passer se donner aux questions quelques minutes. Réponses. Oui. Voilà, pour des questions. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir présenté vos marques. C'était passionnant. Et on voit maintenant plus concrètement aussi l'éco-conception à travers vos projets. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des questions pour le créateur?
Bonjour, moi c'est une question pour Clémentine. Je me demandais l'impact sur le coût pour la chaussure, Mickaël, qui est là quand vous travaillez avec des produits issus de la recyclabilité. Pour nous, l'impact, il est le même. Parce qu'en fait, le cuir, que vous l'achetiez 100% bonne qualité ou avec des défauts, vous l'achetez le même prix. Donc, quelque part, au contraire, c'est une manière de ne pas dénaturer la matière, de l'utiliser encore. Et c'est un produit qui va être vendu au même prix, en fait. Parce que ça en fait une caractéristique unique. Une autre question? Sinon, on peut passer aux questions en ligne. Oui, il y a une question en ligne pour Clotilde. Quel est le positionnement prix des chaussures Humus? Alors moi j'ai pris le parti d'être sur le haut de gamme parce que comme je vous disais au démarrage, je fais les chaussures que je n'ai pas trouvées et sur le segment haut de gamme, en chaussures sans matière animale et sans plastique, autre que des baskets, j'en ai pas trouvé. Et donc du coup je me suis dit c'est ça que je fais. Donc c'est des chaussures qui seront on peut les concevoir comme un investissement qui s'explique par le savoir-faire français, puisque comme je vous le disais, on fait fabriquer en France, et par le choix des matières et des composants, qui sont des matières et composants de grande qualité, que j'ai principalement sourcés en France, où vraiment quand je ne trouvais pas en France, c'était dans les pays européens limitrophes. D'accord, merci Clotilde. Une deuxième question pour Lancine. Actuellement, vos chaussures coûtent 240 €. Quel est votre public? Et aussi par la suite, est-ce que vous pensez peut-être réduire les coûts sans compromettre la qualité pour que ce soit un petit peu plus accessible au plus de monde? Alors honnêtement, je vais commencer par la deuxième question. On ne pense pas réduire en fait le prix. Le prix va plutôt augmenter là en fait parce que là, moi je reviens juste du Portugal. Il faut savoir que le coût des matières a augmenté aussi. Notamment, déjà la semelle qu'on utilise aujourd'hui, il n'y a qu'une seule usine qui sait faire ça et ça coûte cher. Ça coûte cher, ça vaut son prix plutôt parce que la semelle elle vaut 15 €. Elle coûte 3 fois plus que le prix d'une semelle classique qui sort à 3-4 €. Donc aussi le coton qu'on utilise, c'est du coton qui est cultivé localement, le prix augmente aussi parce que ça devient une matière, on va dire, un peu rare aujourd'hui, surtout du coton biologique. Donc le coût ne va pas baisser, ça va plutôt augmenter là. On va essayer de s'adapter et puis il faut que la marque aussi prospère, il faut qu'on arrive aussi à vivre avec tout le travail qui est réalisé. Donc on va essayer de proposer un prix qui est juste, le prix de la chaussure, le prix des matières. Comme disait Clotilde, en fait, il y a des matériaux qui sont naturels aussi, qui ont un certain prix. Et il y a un savoir-faire aussi derrière. Donc ça ne pourra pas baisser. Après, la cible, nous, on va dire, on vise complètement les personnes qui sont très mode, on va dire, ou pas du tout, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir en fait habiller avec style les gens. Donc si le produit plaît, que la personne se retrouve dans notre démarche, c'est ouvert à tout le monde en fait, et puis c'est ouvert au moyen de tout le monde. Donc on n'a pas vraiment on va pas dire qu'on a une cible assez fixée, mais l'idée c'est de gérer mode, donc le style et le côté éco-responsable en fait. Donc même si la personne n'est pas forcément sensibilisée aux questions d'éco-conception, mais elle peut se retrouver en fait dans la démarche de la marque avec le style en fait. D'accord, merci. Ah, on a encore une question. Bonjour, Estelle, je travaille chez Decathlon en chaussures. J'avais une question sur Umoja. Pour quelles raisons vous avez décidé de plutôt marketer le produit comme biodégradable alors qu'il pourrait potentiellement être recyclable justement avec la semelle qui semble l'être? Après aujourd'hui, en fait, c'est compliqué. J'en ai discuté avec votre voisin. Pour moi, c'est assez compliqué en fait le recyclage de la chaussure. Donc, j'ai pas trouvé de solution concrète aujourd'hui au recyclage parce que, en fait, pour recycler une chaussure, il faut complètement la décomposer. Donc, vu qu'il y a plusieurs matériaux, comme on disait, qui rentraient dans la composition d'une chaussure. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait broyer à la fin de la vie de la chaussure, pouvoir broyer la chaussure et ensuite soit l'enterrer dans son jardin. Donc, c'est de trouver des solutions alternatives qui vont prendre moins de coûts pour nous et qui sera, on va dire, moins galère. On n'a jamais testé à recycler. S'il y a cette solution que vous voulez mettre en place, je parle du voisin, arrive à mettre en place, ce sera avec plaisir qu'on travaille avec lui.
Justement, à ce propos, j'aurais souhaité donner la parole à Stan, donc, que nous n'avons pas pu faire participer directement. Donc Stan, s'il veut bien, j'aurais souhaité qu'il nous explique très rapidement l'activité autour du recyclage de la chaussure en France, puisqu'il travaille sur un projet sur cette thématique. Et c'est très important parce que ça va, si ces projets aboutissent, ils vont représenter une grande avancée sur cette question importante du recyclage en fin de vie. Merci Nathalie de me donner la parole. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stan et donc effectivement je travaille pour une entreprise qui s'appelle Revival. On est basé dans les Hauts-de-France et on développe actuellement une solution qui permet de désassembler les chaussures et de recycler les différents matériaux. Alors on est tout juste au démarrage, il y a encore énormément de travail, mais effectivement à terme l'idée est de pouvoir recycler un maximum des chaussures qu'on retrouve sur le marché. Donc c'est aujourd'hui la basket, la sneakers. Et puis au fil des avancées, pouvoir aller travailler d'autres modèles de chaussures avec beaucoup plus de complexité ou différents matériaux qu'on retrouve par rapport au basket. Et donc effectivement, pour rebondir par rapport à ça et par rapport à la table ronde que vous avez eue, il y a un vrai sujet, et en tout cas nous c'est ce qu'on sent en discutant avec les marques et les différents distributeurs, il y a un vrai sujet pour vous en tant que marque de maîtriser votre chaîne d'approvisionnement. Parce que vous maîtrisez effectivement vos fournisseurs, mais vous connaissez également la matière qu'il y a dans vos chaussures. Et ça, c'est hyper important quand on va venir recycler, parce qu'il faut connaître la matière avant de pouvoir l'envoyer dans la bonne filière. Et puis, effectivement, il y a un gros sujet de conception, où là, effectivement, un des exemples là, que je donnais et que je montrais à Lancine, c'est effectivement quand on conçoit une chaussure, on va par exemple mettre des œillets métalliques ou en tout cas en matière ferreuse sur la chaussure. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont compliquées à traiter dans une chaîne de recyclage. On va venir casser les dents du broyeur. Donc nous, on est obligé de les enlever à la main. Et ça, c'est un boulot de fourmi. Donc par exemple, là, chez Umoja, ils n'ont pas utilisé d'œillet. Ils ont fait un renfort en broderie autour des passages de lacets. Et rien que ça fait la différence ensuite chez nous. Parce qu'effectivement, en fonction de l'état de l'art du recyclage, ça permet d'amener des nouveaux éléments de conception sur la chaussure de façon à la rendre recyclable en fin de vie, sans pour autant altérer évidemment sa durée de vie et sa capacité à bien chausser. Je crois qu'on va... Juste pour finir, effectivement, sur ce point-là, quand vous concevez vos chaussures, pensez réparation avant de penser recyclage. Bien sûr. Moins on a de boulot, mieux on se porte chez nous, je crois.